dans les premiers jeux vidéo, on a eu très tôt la possibilité de prendre le contrôle d'un personnage et de progresser dans l'aventure avec. Alors je vais pas remonter dans les années 70-80 car même si des jeux comme Donjons et Dragons ou Colossal Cave Adventure ou encore Akabalet, je sais pas si ces jeux vous parlent. Alors le dernier pas du tout. Ouais, le dernier non plus. Ouais. Alors Akabalet c'est le en plus ça tape entre guillemets dans Tekken parce que c'est le premier jeu narratif interactif. Le premier vrai jeu, voilà. C'est sûr que c'est pas Arbalète, parce que là, ça ressemble à un démo qui existe. Non, c'est Akalabalet. Oula, je vais y arriver. Akalabet. Il nous a fait la japonaise. C'est ça, Akalabet ou Akalabef, je sais pas comment ça se prononce, qui est sorti en 1979. Et donc, dans ces jeux, on contrôlait... alors, c'est un bien grand mot, contrôler, parce que pour les 3 jeux cités, c'était principalement que du texte. Mais on contrôlait un personnage ou plusieurs et les possibilités étaient très limitées puisque c'était principalement textuel. Donc voilà, comme je te l'ai dit, on était vraiment sur quelque chose qui se rapproche de ce qu'on appelle aujourd'hui de la visual novel ou du jeu narratif. C'est dans les années 80 qu'on a commencé à vraiment prendre le contrôle d'un personnage avec Pac-Man. Donc là on pouvait aller de droite à gauche, de haut en bas. Mais la révolution entre guillemets, c'est Donkey Kong en 1981 où on avait Jumpman qui sera plus tard Mario, où on pouvait faire des déplacements de droite à gauche, de haut en bas. Enfin haut en bas c'était en escaladant les échelles et des sauts. Là c'était la nouveauté. D'où le nom de Jumpman. Voilà. Parce que jump ça veut dire quoi en anglais, on le rappelle pour monsieur. Ça veut dire saut. Voilà. Jumpman, littéralement l'homme qui saute ou voilà. L'homme sautillant. Ou l'homme saut, ouais, l'homme voilà. sautillant, j'aime bien l'homme sautillant. Alors, est-ce que c'est avéré est-ce que c'est vraiment Mario ou est-ce que c'est juste un mec qui lui ressemble beaucoup? Parce que du coup, là il me semble que c'est un charpentier et que Mario c'est plus un plombier. Même si on l'a jamais vu vraiment, il rentre dans des tuyaux, mais à part ça, Ouais, après on va dire que c'est l'avatar qui a servi de base, quoi. Hein. Ouais, parce que physiquement, ils se ressemblent beaucoup, mais est-ce que c'est pas le cas de tous les Italiens pour les Japonais? C'est pas faux. Et ils disent tous pizza. C'est bien, on a une blague raciste inversée. Et sur le précédent numéro des Actus des Métadaron, c'était... Jumpman, Mario, Jumpman. Alors ces jeux-là ils vont ouvrir la porte donc aux jeux d'aventure avec un personnage à contrôler comme dans The Legend of Zelda qui est sorti en 86 ou encore dans le tout premier Dragon Quest où pareil on contrôlait un seul personnage. Alors du coup la transition elle est un peu parfaite parce que dans Dragon Quest 2 c'est là où on va avoir pour la première fois un jeu de rôle où on va pouvoir incarner non pas un mais plusieurs personnages. Petite parenthèse, la série des Ultima, tous les Dungeon Crawler aussi, il y avait déjà un petit peu cet aspect-là. Alors il y en avait, j'ai pas creusé la question, j'ai vu que c'était dans les jeux qui proposaient ça, mais c'était pas, t'avais un contrôle assez limité. Ok, ouais, effectivement, il y avait peut-être pas forcément de différence de gameplay entre les différents personnages. C'est ça. Là, l'intérêt dans Dragon Quest 2, c'était d'avoir un mage, un chevalier, etc., et qui se jouait, du coup, qui apportait des choses différentes. Et du coup, on est sur notre première partie de ce sujet où on va parler des jeux qui permettent de manipuler de contrôler plusieurs personnages avec un seul intérêt qui est limité vraiment au gameplay. Qui fait varier le gameplay, du coup, c'est ça que tu... C'est ça, exactement. Donc comme je l'ai dit, comme je l'ai présenté dans Dragon Quest, on est sur le cas minimaliste où on switch juste d'un personnage à un autre pour varier un peu les phases de combat ou avoir des compétences qu'un personnage n'a pas. Donc ça peut se retrouver dans des jeux de plateforme. Un exemple récent, ça peut être Ratchet & Clank, où donc on prend principalement le long de la plupart du jeu le contrôle de Ratchet. Pour le combat, pour la progression dans les niveaux, pour résoudre des énigmes, ce genre de choses, même pour des épreuves de course, parce qu'il y a aussi ça dans Ratchet. Mais dans certains passages où on peut être coincé, on doit faire appel à Clank qui va lui résoudre des énigmes que seul lui peut faire en tant que robot. Alors moi j'ai un jeu aussi un peu dans le même genre, Banjo et Kazooie. Oui, qui est tout à fait ça rentre clairement dans ça. Où effectivement chaque personnage a ses capacités et que c'est la combinaison des deux en fait qui permet d'avancer dans le niveau.
Et ce qui est bien, c'est voir que ça fonctionne de manière alternative, c'est-à-dire, et aussi, je pense que c'est un peu la même chose dans Ratchet & Clank, là où il y a une dimension quand même. En plus, même sur ces cas un peu minimalistes, c'est que c'est quand même un buddy movie en fait. Oui. Ouais, c'est un duo comique. Bien sûr. Et du coup, c'est ça qui fait aussi la richesse de ce genre de jeu, de la plateforme, avec un duo de personnages, quoi. Clairement. Mais du coup, c'est limité à certaines phases du jeu. Oui. Clank, tu en fais très peu appel dans. Contrairement à Donkey Kong Country ou dans les derniers opus, on peut changer de personnage. Il y a des personnages qui ont des capacités différentes, mais qu'on peut switcher à volonté, quoi. Oui, tandis que Banjo-Kazooie, c'est un peu un intermédiaire entre effectivement, on contrôle Kazooie pour pouvoir passer, pour pouvoir voler un précipice, et on contrôle Banjo pour pouvoir escalader un arbre, par exemple. Donc c'est vrai que c'est intermédiaire, ouais. Là aussi, Luigi's Mansion 3 pour les adeptes de la Switch, excusez-moi. Dans ce jeu, on a la possibilité d'utiliser l'Ectoblast GLU qui permet de faire des flashs lumineux, enfin tout un tas de choses. C'est une sorte de, comme dans Ghostbusters là. Ouais, c'est ça. Ça aspire les fantômes. C'est un aspirateur à fantômes en gros. C'est ça. Donc ça permet de découvrir des objets cachés, des passages secrets, d'avancer dans les étages. Et donc dans ce dernier numéro là, le Luigi's Mansion 3, on peut créer un Gluigi. Donc c'est un personnage gluant de Luigi. C'est aussi naze que ça en a l'air. Oui, le nom est dégueulasse. Hein. Donc c'est un Luigi en slime, quoi, tout gluant et tout, et auquel on va faire appel pour résoudre certaines énigmes, mais pour suivre comme il est en slime, en fait, il peut passer dans les canalisations, il peut passer à travers les grilles, ce genre de trucs. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et c'est un peu nul d'ailleurs, c'est que le mode 2 joueurs, en fait, c'est ça. Il y a un mode de joueur. Le jeu a été vendu comme un jeu coop, sauf que le mode de joueur, c'est il y en a un qui va contrôler Luigi. Du coup, tu as pas envie d'y jouer, quoi. Déjà, t'as pas envie d'y jouer parce que le truc, on dirait un gros tas de morve. Et en plus, le jeu a été pensé 100% pour le solo, en fait. Le mode multijoueur, c'est un peu comme le mode multijoueur de Mario Odyssey où on te rajoute, toi, tu vas jouer la cascade de Mario. Tu vois, c'est pas fait pour, en fait. Et donc, en gros, le jeu, t'as un joueur qui joue en permanence. Mais quelquefois, ça va être le mec qui contrôle Luigi, et quelquefois, ça va être celui qui contrôle Luigi. Mais en gros, le jeu est fait pour que t'aies pas besoin des deux en même temps. Oui. T'es rarement besoin des deux en même temps. Donc en gros, c'est chacun alterne. Du coup, c'est pété le multijoueur, quoi. Oui, non, c'est un peu nul. Ouais, ça donne pas envie, quoi. Donc ensuite, après les jeux de plateforme, on a aussi les jeux de stratégie, ou en tout cas les jeux de gestion, où là, on a forcément, exemple, c'est un peu le cas d'école, c'est Warcraft. Warcraft 1, on va aller plus loin, on va se faire plaisir un peu, où on prenait soit l'armée des humains, soit celle des orques. Je crois qu'il n'y avait pas une troisième à l'époque encore. C'est à partir du 2, je crois qu'il y a une troisième. Il me semble aussi. Et une quatrième dans le 3. Peut-être les elfes ou quelque chose. Et donc, là, en fait, c'est le principe, on construit son armée. Donc, on va avoir des fantassins, on va avoir tout un type différent d'armées. Oui, sans vouloir te couper, mais voilà, moi du coup j'ai beaucoup soudé Warcraft 3 et qui était excellent, qui était vraiment excellent. Le meilleur des trois. Et c'est un peu pareil pour les Starcraft, mais je trouve que la richesse, on va dire, de Warcraft 3, c'est avec un même univers en fait. Du coup, on doit contrôler des mines avec les mêmes types de ressources. Ils ont trouvé de façon hyper intelligente en fait comment exploiter ça pour chaque race. Les morts-vivants, ils invoquaient quelque chose pour les mines. Et tout ça en fait c'était aussi une façon de voir un peu, d'explorer le lore du jeu en fait. Donc, un moyen de voir un peu comment l'univers et la campagne, du coup, elle ressemblait un peu à ce principe-là, c'est-à-dire que du coup on passait d'un seul coup on contrôlait les humains, puis d'un seul coup c'était les elfes, d'un seul coup c'était les morts-vivants, et on épousait un petit peu déjà tous les points de vue en fait de chaque faction. Tu avais le héros, après tu avais aussi le reste de l'armée. C'est vrai que c'était pas mal sur ça. Notre type de jeu qui est toujours dans la gestion, la stratégie, c'est Sigma Theory. Alors je sais pas si ça vous parle, je pense que ça parle d'Ultra Chili par ça. Oui, on avait joué quand il y a 3-4 ans, c'est ça. Je sais pas si ça fait si longtemps que ça, peut-être il y a 1 ou 2 ans, mais bon après. Ouais, je pense 3 moi. Je pense 3 parce que c'était avant que je déménage et c'était il y a 2 ans donc. C'est possible. Mais ouais, du coup Sigma Theory, alors ceux qui connaissent pas, c'est un jeu d'espionnage. En fait, on a le contrôle de plusieurs espions, enfin on recrute plusieurs espions. On peut en envoyer dans différents pays. Alors au début on peut sélectionner le pays qu'on veut, la France, la Russie, le Japon, ce qu'on veut.
Et alors, l'idée, le principe, c'est de développer les technologies. Donc il y a une course à la techno. Et il faut essayer soit de faire de l'espionnage pour prendre des plans et évoluer plus rapidement que les concurrents, que les autres pays. Ça peut être aussi d'enlever ou de kidnapper des scientifiques, de les recruter aussi. Ça peut faire partie d'une des phases de jeu. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et donc du coup, on a amené tout le long du jeu selon les phases de jeu, à manipuler différents personnages. Et il y a des hackers, il y a des brutasses. Il y a je sais pas ce qu'il y a encore d'autres ultra quelque chose en tête. Ouais, il y a plusieurs trucs, mais est-ce qu'on les incarne vraiment? On les incarne pas alors vraiment. Tu leur donnes des ordres. Ouais, voilà. En fait, toi, tu es plutôt une espèce de responsable politique qui a la tête du projet Sigma. Enfin, qui est pas vraiment à la tête du projet Sigma. Ouais, t'es en charge, t'es qui est chargé, woman in charge. C'est ça, t'es chargé par les gars au-dessus de toi. C'est des institutions qui sont encore au-dessus de l'État. Hein, on est dans les trucs un peu compliqués. Le conseil de l'ombre. Ouais, voilà, on est sur ces trucs-là. Et c'est marrant parce que, bon, après, voilà, je vais pas de trop spoiler ce genre de choses, mais à un moment dans le jeu, on peut être amené selon les technos qu'on développe, on peut être amené à être approché par des organisations terroristes, enfin voilà, différents trucs. Non, il était cool, ouais. C'était Fibre Tigre, non? Je crois qu'il avait fait. Bossé sur ce jeu. Je crois. Mais ouais, c'est vraiment un super jeu. Et à l'époque, on y a joué, je crois que c'était encore en early access. Et depuis, ça a un peu évolué. J'ai pas mis la main dedans, quoi. J'ai pas remis. En tout cas, ça me donne bien envie d'essayer parce que je connaissais de nom, mais effectivement, j'ai jamais mis la main dessus. Et en plus, c'est un jeu qui coûte vraiment pas cher. Hein. Ça doit coûter moins de 10 balles, quoi. Ça doit être un truc à 6-7 €. C'est pas gourmand en termes de ressources parce qu'il y a une map monde. Tu mets un objectif, on va te dire que pour aller du point A au point B, il faut 1 ou 2 jours à ton agent pour y aller. Donc pendant ce temps, toi tu vas mettre en place ta stratégie. Un peu comme dans XCOM, la partie gestion de XCOM, quoi. Ouais, il y a de ça. Sans la partie stratégie où tu fais les combats, voilà. Mais tu dis ça, il est pas gourmand, mais je crois qu'il tourne pas, par exemple, sur une Surface Go. Mais parce qu'il y a un peu de 3D. Go, c'est de la merde. Ouais, il y a ça. Mais en fait, peut-être qu'il tourne pas, mais sur les phases de kidnapping peut-être, quand on doit enlever ou quand on doit récupérer. Je crois qu'il tourne pas tout court. D'accord. Alors peut-être que j'ai des conneries. Peut-être que ça fait partie du peu de jeux qui tournent dessus. Mais il me semblait que j'avais essayé une fois et que ça ramait de malade. Ouais. Alors en fait, parce que dans le jeu, c'est vrai que en fait 80% des phases de jeu, donc c'est juste de la gestion avec une map monde, mais 20% du temps, si tu dois aller rechercher un agent à toi qui s'est fait emprisonner parce qu'il s'est fait choper dans un pays pendant sa mission, tu peux aller le libérer en envoyant notre agent. Et en fait il y a une nouvelle phase en fait où tu as une sorte de représentation 3D de la ville et où ton personnage doit aller passer par différents circuits, quoi. Et en fait à chaque moment clé, à chaque point clé, tu as un choix à faire. À un moment, on va te dire attention, là il y a un gars que tu connais qui arrive, soit tu l'assommes ou soit tu changes de rue. Enfin, au début c'est des choses un peu comme ça. Et après, jusqu'à un moment, les flics ils t'ont coincé. Là, t'en as 4 qui sont armés devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Alors si ouais, c'est très simple. Ça pourrait être un jeu de plateau presque. Oui, effectivement, ça me fait penser à ça. On est sur ce genre de truc. Donc voilà. Sinon, petite parenthèse parce que ça vient de popper dans la tête. Je pensais à Actraiser en fait, qui du coup il y a 2 modes de contrôle très très différents entre le jeu de gestion et le jeu de plateforme pure. Et même aventure même. Donc là aussi on est quelque chose où d'assez précurseur entre guillemets, parce que là on est vraiment dans 2 genres de jeux différents mais induits par 2 personnages différents. Du coup c'est dans ces phases là où on a le contrôle du coup d'un personnage différent. Parce que le reste du temps, comme l'a souligné Ultra Cheat tout à l'heure, le reste du temps on est le fameux responsable des opérations, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi
les jeux de rôle plus classiques, j'ai envie de dire. Donc de toute façon, voilà, une fois que Dragon Quest a posé les bases, tout le monde s'est engouffré dedans parce que c'est une formule qui marche super bien. Ouais, voilà. Qui s'y prête carrément au genre. Exactement, tout ce qui est FF et tout, où on a plusieurs personnages qu'on va contrôler au tour par tour, chacun a ses propres compétences. Voilà, donc selon les ennemis qu'on a en face de nous, on va utiliser plutôt tel ou tel personnage. Alors, dans les JRPG, il y a un petit aspect scénaristique, mais qui est bien souvent un peu accessoire. Ça va justifier juste la présence du personnage, pourquoi il est là, mais ça va pas forcément creuser plus. Ah, bon, c'était le gong. C'était la pizza. Quelques instants plus tard. Ouais, bah tu disais que dans les JRPG, vas-y. Ah ouais. Donc ouais, c'est assez fréquent quand même d'avoir dans ces jeux-là des éléments scénaristiques pour justifier la présence des personnages, mais justement c'est assez accessoire, ça se limite à ça. Contrairement à Dragon Quest ou Mass Effect par exemple, non? Où t'as des oui, t'as d'autres jeux où c'est plus poussé au personnage. T'as des jeux où c'est plus poussé et tu as aussi par exemple Fallout. Alors là on est sur un autre type de jeu de rôle encore. Où dans le tout premier numéro on avait des alliés qu'on pouvait pas vraiment contrôler. On pouvait leur donner des ordres, leur faire des suggestions d'équipement ou quoi, mais on n'avait pas le contrôle et dans tous les cas ils obéissaient pas forcément. Ce qui n'était pas le cas par contre de Fallout 2, mais ça on verra ça en seconde partie. Ouais, moi je trouve, enfin, du coup, quand t'as préparé cette mise, tu m'as parlé de FF7, tu m'as dit ça c'est pour The Pulp. et effectivement, je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée. Bon, je vais essayer de la faire courte, histoire que ça dure pas des heures, mais en gros, ça m'a fait penser à la question des points de vue, en fait, comme t'en parlais. Donc, je vais être bref. En gros, oui, tu disais que c'est inspiré du cinéma. Donc, il y a des gens, des théoriciens qui ont fait ça. Et en gros, tu as 3 types de focalisation. Tu as la focalisation 0 où le spectateur sait plus que le personnage. Donc, c'est vraiment des rapports de savoir. La focalisation interne où c'est égalité entre les deux, avec différentes variables. Justement, il y a un seul personnage, donc ça se prête bien aux jeux vidéo, soit justement variable, donc ça se prête bien à un final par exemple, soit multiple, et là il y a un cas dont on parlera plus tard, et la focalisation externe où le personnage en sait plus que le spectateur. Ouais. Donc tout ça se construit pareil dans le jeu vidéo, sauf que à la différence d'un spectateur de cinéma, le joueur c'est quelqu'un d'actif, donc il y a un certain contrôle comme tu le dis. Et ça dépend, dans FF10, dans FF10-2 par exemple, oui, t'as le contrôle de marcher tout droit. Oui, c'est vrai. dans beaucoup de FF d'ailleurs. Et en gros, au lieu d'avoir un trio, on va dire, qui est entre le joueur, le spectateur, le narrateur et le personnage, là on a en gros un trio mais qui se construit avec le game designer au sens large, quoi. Et ces rapports de savoir sont beaucoup plus complexes en fait dans un jeu vidéo que dans un film, bien que ce soit déjà très très compliqué dans un film. Mais c'est aussi que cette notion de contrôle prend beaucoup d'importance parce que je prends le cas de FF7 et son FF7 remake. Si on prend le remake, on est vraiment centré sur la focalisation interne de Cloud. Oui, on est uniquement sur Cloud. En tout cas sur le premier opus, on verra ce qu'il nous réserve pour les autres. Mais tandis que le FF7 original, pour lui, c'est de la focalisation interne aussi dans l'absolu, mais plutôt variable. C'est-à-dire, on peut prendre un personnage, même si l'histoire est quand même centrée sur Cloud. Mais FF7, tu avais des passages avec Tifa, ce genre de truc. C'est là où FF7 est beaucoup plus retors avec un jeu assez extraordinaire de ce point de vue-là. C'est que s'il y a cette accentuation sur Cloud, en fait, le jeu te truque. C'est-à-dire que en gros, en jouant avec les flashbacks, en contrôlant d'autres personnages à d'autres moments donnés, les soucis de mémoire de Cloud, en fait, ils te font vivre une réalité qui n'existe pas. Et on est dans une focalisation externe par moment, en fait. Oui. C'est-à-dire que les personnages en savent plus que toi. Et en fait, quand tu démarres un jeu vidéo, enfin un JRPG d'une manière générale ou même un RPG, les personnages en savent plus que toi. Mais d'où le fameux héros amnésique qu'on a dans 90% des des RPG.
C'est pour contrer cet effet-là, mais voilà, du coup, et c'est ça qui est très très intéressant dans FF7, c'est que du coup, il y a cet aspect qui joue véritablement avec le joueur, mais avec la tête du joueur, pas forcément avec ses mains en fait. Et je trouve ça manque dans le remake. En fait, dans le remake, il est très beau, très sympa, mais il y a pas ça, il y a pas cette dimension-là et effectivement, voilà, tout ça pour dire que ces histoires de focalisation, en fait, elles interviennent de manière très très variable. C'est-à-dire qu'on va passer d'une focalisation interne à externe, d'une externe à N0. Ça va dépendre vraiment des besoins de la mise en scène dans le jeu, quoi. Et ça arrive très souvent que voilà, on découvre l'univers justement par ces changements de focalisation. Donc, c'était vraiment un sujet en soi, en fait. Mais pour revenir à FF7, au-delà de ces mécaniques de jeu induites par le contrôle de différents personnages, c'est bien sur le plan narratif en fait que se joue véritablement l'intérêt en fait d'avoir ce contrôle. C'est pas forcément que pour des fins scénaristiques, c'est aussi pour des fins de manipulation du joueur en quelque sorte. Et c'est un peu même voilà, comme tu le dis, hein, c'est une question de genre tous les JRPG depuis en fait jouent de du joueur quoi. Mais du coup tout ça concernait plutôt la partie 2 en fait. Oui, c'était une transition, je pense. Ouais, voilà, c'était pour faire la transition. Ouais. En fait, oui, on n'a pas été clair, hein, mais c'était là, on est sur vraiment comme l'a dit The Poulpe, sur la partie où là, on parle des jeux où on a le contrôle d'autres joueurs, mais où ça va au-delà du gameplay. Ça n'a pas été dit explicitement, mais c'est l'idée. Ouais, tu l'as dit de manière différente tout à l'heure. Ouais. Du coup, par rapport à cette histoire de focalisation, il y avait un des jeux que tu avais mis dans la liste, qui était Man of Medan. Où on incarne effectivement plusieurs personnages, mais justement à cause de cet aspect qui est que le joueur a toujours plus d'informations que les personnages deviennent complètement accessoires en fait. Ils sont là en fait, c'est des points de vie. C'est chaque personnage qu'on a, c'est une vie. À chaque fois qu'il y en a un qui meurt, on a perdu une vie. Et en dehors de ça, ils servent à rien. Sinon, enfin, je veux dire, ils participent au scénario, ils ont leur propre personnalité, ils ont leur propre caractère et qui influent très peu sur les décisions qu'ils vont prendre. Mais surtout, ils sont là pour représenter une chance supplémentaire d'arriver jusqu'à la fin de l'histoire. Et en règle générale, voilà, il y a toujours ce décalage qui fait que nous, on sait ce qui se passe dans l'endroit où ils sont, que ça soit alors, c'était pas trop le cas dans, comment ça s'appelait, Until Dawn, je crois. Oui. Dans Until Dawn, on découvre un petit peu avec eux, même si parfois, en fait, comme c'est des jeux qui sont faits pour être joués à plusieurs aussi, avec plusieurs joueurs qui vont incarner chacun un personnage, on a des scènes qui sont redondantes. C'est-à-dire qu'un personnage qui va découvrir un élément de l'intrigue, et juste après, on a une scène où un autre personnage va découvrir le même élément de l'intrigue. Bon, bah là, par exemple, dans Man of Medan, que j'ai fait il y a pas très longtemps, l'intrigue est plus ou moins révélée dès le début du jeu, dès le prélude. L'intérêt est ailleurs, en fait. Voilà. L'intérêt, ça va être plus le stress, le côté horreur, le côté tout ce qu'on fait subir à nos personnages et les décisions qu'on va prendre sur le moment, vraiment dans l'instant quoi, avec les QTE, etc. Il y a beaucoup de moments où on va prendre des décisions un peu malgré nous parce que ça va être à coup de QTE ou parce que ça va être des décisions qu'il faut prendre très rapidement. Mais sinon la personnalité des personnages, etc. influe pas vraiment des masses là-dessus. Ça pourrait être n'importe qui, ils auraient pu remplacer, je sais pas, un black par un chinois, c'était pareil. Oui, c'est ça va un peu dans le sens que je disais sur la première partie, sur le côté un peu accessoire, notamment oui, mais là, pas dans la majorité, mais en tout cas, c'est fréquent dans des JRPG, on va dire, de trouver des personnages comme ça, accessoires. On te crée un background, mais sans aller trop. J'ai un jeu, voilà, qui pousse l'inverse à l'extrême. J'en ai parlé en off. C'est Chrono Cross. Oui. Ouais, c'est un jeu où on pourrait passer une une émission entière dessus, mais voilà, par rapport à cette thématique, il y a quand même 45 personnages jouables. Et alors qu'en termes de gameplay, même s'ils ont chacun 3 techniques spéciales, en gros, chaque personnage c'est un élément parmi 6. Donc au fond, effectivement, il y a ce côté un petit peu interchangeable au niveau du gameplay. Les sensi guerriers, machin. Voilà. Et en fait, les combinaisons en termes de gameplay sont interchangeables. Par contre, de la même façon qu'un FF7, l'un des grands intérêts de cette masse de persos, c'est lié à l'univers lui-même. C'est-à-dire que, pour rappel, on incarne un héros, Serge, qui découvre le moyen d'arriver dans une dimension parallèle à la sienne, et du coup, il apprend qu'il est mort, lui, il y a 10 ans. Ouais. Donc, du coup, tout va se jouer sur le basculement entre les 2 dimensions de ce même monde, notamment des basculements temporels aussi. Et on va retrouver les 2 versions souvent du personnage, mais l'un ou l'autre
selon la dimension auquel il appartient, sera recrutable. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on recrute un personnage, ça lève un pan de narration supplémentaire en fait. Et du coup, c'est le choix du joueur en fait de recruter ou pas tel ou personnage, de le rencontrer, de faire tel ou type de manie pour avoir tous les personnages. Moi, quand à partie de Chrono Cross, j'avais pas 45 personnages. J'étais jamais arrivé au bout. Et ce qui fait qu'il y a une vraie rejouabilité déjà. Et chaque histoire elle est unique parce que en fait, déjà c'est un jeu qui a 10 fins possibles. Oui. Bon, beaucoup passe par le New Game Plus, mais en gros, en fait, la quête du jeu, elle devient pas secondaire, mais en fait, elle se double d'une quête des personnages eux-mêmes. En fait. Oui. Et c'est là que justement l'intérêt du jeu, en fait, se lie aussi dans le fait de connaître vraiment tous les personnages. Il y a aussi un truc qui m'avait frappé, où tu as les personnages, leur façon de parler aussi qui est essentielle, et ça on retrouve beaucoup dans les jeux où tous les personnages parlent très différemment, ils ont leur accentuation, et ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a une vraie polyphonie qu'on peut retrouver très rapidement, sans trop m'étendre, dans les romans de Damasio justement. Donc où chaque personnage en fait va avoir son propre intérêt, son propre regard, et fait évoluer l'histoire quoi. Je me rappelle pour finir sur Chrono Cross, à un moment donné on fait un choix. Selon la réponse au dialogue de ce choix face à ce personnage part ou pas. D'accord. Okay. Et ça change aussi la fin du jeu. Le choix, c'est veux-tu te couper la langue? et voilà, donc du coup, c'est un peu un cas... Il parle ou pas, ou il parle ou pas? Il parle, non. Il parle. Ouais. Ah, Serge, je suis pas sûr qu'il parle, hein. Je crois que c'est encore un silent protagoniste. Ouais. Bref, voilà. Donc du coup, c'est vraiment un travail d'écriture là qui est assez incroyable. On trouve un petit peu cette mécanique là dans le premier Divinity, aussi dans le 2, mais d'une façon un peu différente, où il y a les interactions entre deux personnages joueurs. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup ça dans les jeux, quand t'as ça t'as ça dans Overwatch, dans Left 4 Dead, dans Evolve, ce genre de jeu. C'est très cool d'avoir un petit peu d'éléments du lore des personnages, juste par des interactions qu'ils ont entre eux pendant qu'on joue ou entre les parties. Ça peut être ça apporte un peu de profondeur, ouais. Et c'est un bon moyen, voilà, d'amener un petit peu de personnalité à des persos qu'on pourrait penser standard à la base. Ce qui était bien, voilà, par exemple, dans le premier Divinity, c'est que du coup, tu avais les deux personnages. Ils étaient face à une situation, genre face à un chef de guerre et tout. Il y avait la possibilité de résoudre le problème par le dialogue et l'autre par la baston, en gros. Et c'était une espèce d'arbitrage entre les deux. Et celui qui gagnait, en fait, du coup, toi qui voulais éviter le combat contre des mecs qui étaient allés te défoncer la bouche, du coup, en fait, non, l'autre, il avait gagné le dialogue. Du coup, tu te faisais niquer, tu faisais le combat, tu te faisais massacrer. Et en fonction des choix que tu avais fait sur les personnages, éloquence, etc. Donc cette mécanique-là, on la retrouve pas dans le 2, c'est un petit peu dommage, mais ça faisait un peu le sel du premier. Ouais. Du coup, un peu histoire de rester encore dans le JRPG, et je pense qu'après on passera sur d'autres styles de jeu. Il y a un autre jeu qui moi m'avait marqué, c'était Wild Arms sur PS1, que j'ai refait il y a pas très longtemps quoi. Et donc le jeu, en fait, on contrôle 3 personnages. On a Rudy le guerrier, Jack le chasseur de trésors et Cecilia la princesse. Et en fait, quand on débute le jeu, tour à tour, on joue à peu près 1 heure avec chaque perso. Donc, du coup, on apprend un peu sur leur histoire personnelle. Ça apporte un peu de profondeur. Donc après, au bout de 2-3 heures de jeu, on les fait se rencontrer. Et c'est de là que part, on va dire l'aventure entre guillemets. Où leur mission c'est de protéger Filgaia des démons qui essayent de s'en emparer. Donc Filgaia c'est leur planète. Et donc au-delà de ça, au-delà de ce côté où au début on vit un peu leur histoire séparément, tout au long du jeu on va en apprendre davantage sur les personnages via différentes quêtes qui vont se présenter à nous, et on va avoir des grosses révélations. Il y a un gros twist concernant Rudy. Bon, je pense que je peux spoiler le truc, C'est que j'ai jamais fait Wild Arms, ça. Est-ce que tu comptes le faire?
Je pense qu'il y a tellement de jeux à faire. C'est ça. Moi, je compte te regarder le finir. Ouais, par contre, ouais, carrément. Ouais. Comme ça, du coup, je le vivrai en direct. Comme promis, puisque tu tiens toujours tes promesses. Après, c'est vrai, mais tu rigoles, mais c'est vrai que j'ai gardé ma sauvegarde avant le boss final et je m'étais dit, bon, je l'ai déjà vaincu, et je m'étais dit, je garde cette sauvegarde là. Tant je streamerai le boss final pour dire j'ai fini le jeu devant témoin. Combien d'heures de jeu à peu près pour le terminer 25. Ah, ça va. À peu près 25 comme ça. Ça m'a aidé parce que je l'avais fait jeune. Alors j'étais pas allé au bout mais j'étais allé loin quand même parce que là en refaisant, j'ai quand même fait les 3/4 du jeu plus jeune. J'avais je sais plus 9 ans à l'époque. Ouais, j'avais 9 ans à l'époque et j'ai fait les 3/4 du jeu là je l'ai fini. Mais il y a un ou deux passages où j'avais vraiment zappé ce qu'il fallait faire. Du coup voilà, j'ai pas de honte à dire que je suis allé un peu sur internet trouver la solution pour ces moments-là. Et en fait, c'est ça, c'est que dans les années 90 quand on jouait à un JRPG, bon déjà on n'avait pas les moyens maintenant pour trouver, il fallait acheter un magazine, console mag ou console plus, ce genre de choses, ou joystick, enfin bref, Player One, enfin la liste est longue, hein. Et non, Player One il faisait pas trop de solutions en vrai. Non, je ne crois pas, c'est vrai. Mais j'aimais bien Player One quand même. Et donc oui voilà, en tout cas il fallait passer par l'achat d'une soluce. Si on voulait avoir quelques réponses, parce qu'Internet c'était encore embryonnaire quoi. Et en fait du coup on avait ce truc là de vraiment creuser, parce qu'en même temps on n'avait pas comme aujourd'hui on va dire un jeu limite par jour, j'ai envie de dire. On avait un jeu, on savait que c'était le jeu pour le mois, voire pour le trimestre quoi. Donc un jeu par jour. Clochard, t'as pas de Game Pass? Non, j'ai pas le Xbox Pass, non. Le Game Pass. Mais ouais, du coup voilà, à l'époque quand on avait un jeu, on n'avait pas le choix de le souder, donc même si on était coincé sur une énigme, le lendemain on se remettait dessus et en fait on finissait par la résoudre quoi. Mais là aujourd'hui on a tellement d'offres, enfin là j'essayais parfois de passer une demi-heure, 1 heure sur une énigme, et quand ça me gonflait, un petit coup d'internet et ça me débloquait. Oui, j'ai Labyrinth of Refn, j'ai quand même fait ça à une échelle démesurée pour de nos jours, où je reste 2 heures à tourner dans le labyrinthe pour me dire mais qu'est-ce que je dois faire putain, et puis au bout d'un moment j'en ai plein le cul. Mais oui, on a une vie, on est passé par là plus jeune, on s'est dit c'est bon maintenant il y en a marre quoi. On a galéré par le passé, maintenant stop. Voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'heures de jeu dans Labyrinthe, mais j'ai quand même été 2 ou 3 fois sur internet. Alors du coup j'ai balancé le twist sur le personnage Rugy, c'est que en fait on découvre que le personnage est un robot qui a été créé alors que depuis le début on croit que c'est un humain. Franchement ça me donne pas envie de jouer au jeu du coup. Après pas que je suis contre robot, je suis pas anti-robot, mais bon. Après honnêtement le jeu il s'appelle Bras Sauvage quoi. Honnêtement je suis allé au bout du jeu parce que j'avais ce côté nostalgique et j'aime l'univers, ça reste Wildlands quand même, c'est un classique mais j'avoue ne pas y avoir pris beaucoup de plaisir. Okay. Il est très répétitif. Tu peux passer la plupart des combats en faisant juste croix, tu spammes juste l'attaque de base, c'est même pas des pouvoirs. Alors bon, moi je sors d'utiliser les pouvoirs et tout ça, je me faisais faire plaisir quoi. Mais voilà, histoire d'avoir un peu plein de mirettes, que ce soit un peu moins chiant et redondant, mais parfois il y a des soirs où je faisais des donjons et où t'as pas le choix, tu t'es obligé de passer 2 heures dans un donjon et je spammais croix quoi pour passer le donjon à chaque ennemi. Et t'avais pas moyen de diminuer avec une magie le nombre d'ennemis rencontrés, enfin ça arrive mais super tard dans le jeu, enfin quand t'es quasi presque à la fin. C'est là que le confort des jeux qui ressortent, qui sont pas forcément des remakes, mais genre quand ils ont ressorti le FF7, FF8, FF9 qui modernise un peu où tu peux passer les combats, où tu peux accélérer, c'est ça. Le x3 sur FF7 ça sauve ta vie parce que c'est des lenteur. C'est ça super mal vieilli. À l'époque ça allait parce que une fois de plus on avait moins de jeux, moins de propositions, peut-être aussi moins de moyens parce on travaillait pas, donc c'était pas vraiment qui payait, et voilà. Noël et anniversaire, et quand t'étais deux, c'est quand même plus sympa parce que tu avais plus de chances d'avoir de jeux. On s'est passé entre nous, on les revendait. Il y avait les copains qui prêtaient, mais ça restait quand même, aujourd'hui, même un ado, tu dis, son père lui paye 10 € de Game Pass et ça y est, il a 100 jeux par mois, quoi. Donc, et bien souvent, il y a aussi un peu de ça qui se fait, c'est un peu les critiques sur Game Pass. Bon, là, du coup, je fais une grosse parenthèse, mais, que du coup, les jeux perdent un peu de leur valeur, justement, à proposer, 100 jeux pour 10 €,
tu joues 1 heure et tu vas pas plus loin. C'est un peu. Oui, mais après, les jeux qui sont bons, malgré tout, tu les finis quand même. Je suis pas sûr. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Presque. Mais je suis pas moi que les jeux que j'ai payé 70 balles, donc Ah ouais, il y a toujours Borderlands 3, hein, que j'ai payé 70 balles, j'ai toujours pas joué, quoi. Donc, j'ai toujours Cyberpunk. Ah! Et juste, j'ai un contre-exemple de JRPG où on a plusieurs personnages, mais où c'est pas ouf. C'est pas ouf dans le sens ça marche pas bien au niveau narration. C'est Octopath Traveler. Ah, ok, ouais. Qui en fait propose 8 personnages et donc 8 histoires différentes. Ouais, on est un peu sur la même dynamique que le Secret of Mana 3, où tu as plusieurs personnages, t'en as 6 je crois, ou 8, je sais plus. Et tu as une combinaison de 3, en fait, t'en prends 3 et ça fait un début d'histoire différent. Ouais, mais là non, là ils ont chacun leur histoire, qui est indépendante des autres, et il n'y a pas d'histoire globale. Ok. C'est chacun leur truc, un petit peu comme on avait ça, je crois, dans Unlimited Saga, il me semble. Ah ok, ouais. Il me semble aussi. Ouais. Donc tu choisis un personnage, tu fais son chapitre. Et une fois que t'as fini son chapitre, il faut farmer pour pouvoir débloquer son deuxième chapitre, et entre-temps, tu le farmes en faisant les chapitres des autres personnages. Donc en gros, tu fais le premier chapitre de chaque personnage, une fois que tu les as fini, tu passes au deuxième chapitre de chaque personnage, et donc tu vis une histoire morcelée comme ça. C'est pas mal, mais c'est dommage un petit peu qu'il n'y ait pas de lien entre les persos. Et que D'accord. T'as juste des c'est étonnant. Ouais, t'as juste des petites scènes entre deux où ils vont se parler si jamais dans une mission, t'arrives dans une ville qu'un autre personnage connaît un petit peu, ou par exemple il a envie de te dire du cul, il va te le dire, mais parce qu'il va dire tiens, t'aurais pu lui parler un peu mieux à celui-là. Mais en dehors de ça, sinon il y a rien qui les relie, quoi. Ouais, c'est l'inverse des jeux type Baldur's Gate. Voilà. C'est vraiment 8 histoires indépendantes. Alors du coup, je pense que là, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, on va un peu arrêter sur le JRPG parce que justement il y a l'exemple où ça se limite au gameplay et où aussi les exemples où ça va plus loin que ça. Donc pour continuer justement sur les jeux qui vont au-delà du gameplay pour apporter des effets scénaristiques, on a un classique aussi encore, c'est Resident Evil 1 qui est sorti en 96. Donc pour rappel, dans le jeu on a le choix au début de contrôler soit Jill Valentine ou Chris Redfield. Alors Jill, dans l'idée, c'est que ça représente un peu le jeu en mode en difficulté normale, et Chris c'est le jeu en difficile. Donc lui il est plus fort, plus précis dans les tirs, plus résistant au coup. Par contre, il a un inventaire plus limité, contrairement à Jill qui j'ai toujours préféré Jill, je sais pas. Mais Dieu sait que l'inventaire est important dans Resident Evil. Et c'est super important, ça change tout. Parce que en fait, justement, le fait que Jill ait un inventaire. Est-ce qu'elle se déplace pas plus rapidement aussi? Non, possible, je suis pas certain. Je me demande si elle pouvait pas aussi survivre une fois de plus à tu sais quand une morsure très grave, te chope un truc. J'ai pas souvenir de ça. Mais en tout cas, je me souviens que l'intérêt, en tout cas, d'avoir un inventaire plus conséquent, l'intérêt, c'est que ça t'évitait plusieurs allers-retours. Avec Chris, t'étais sans cesse obligé de revenir, faire des allées et des venues. Ce qui n'était pas le cas de Jill, où c'était un peu plus direct. Il y avait aussi une autre différence entre les deux, c'est là où ça devient un peu au niveau du scénario et de la progression un peu différent. C'est que Jill, elle va rencontrer Barry Burton, et tu as Chris qui lui va rencontrer Rebecca Chambers, qu'on retrouvera dans Resident Evil 0. Et chaque personnage va apporter ses petites c'est très intéressant. Moi, j'ai toujours aimé cette dynamique de duo de joueurs qui te font vivre l'histoire quand même pas tout à fait de la même façon. C'est ça. Et je pense que c'était vraiment une richesse du jeu. Qu'on retrouve dans plein d'autres jeux, mais en tout cas, je pense que c'est la première fois qu'on le vivait vraiment de manière consciente comme ça. Dans les grandes lignes, l'histoire était la même, mais t'avais des compléments de scénaristiques qui étaient intéressants, quoi. Et c'est quand même le jeu qui a introduit véritablement la notion de cinématique au sens, on va dire, noble du cinématographique du terme, en fait. C'est-à-dire que véritablement, t'avais même une intro en live action. Ouais. Oui. J'ai très peur. La fameuse scène aussi où tu essaies de sortir du manoir et t'as la cutscene où t'as le chien là Donc ça m'a toujours fait très flipper, moi, quand tu rajoutes des trucs réels dans un jeu vidéo. Genre c'était dans Forbidden Siren, là, les mecs ils avaient des têtes, c'était leur tête c'était des photos. Et je me chiais dessus à chaque fois que j'avais. J'ai joué 1 heure ou 2 à celui-là. Oui, pas beaucoup plus longtemps. Mais même les personnages qu'on incarnait, c'est vrai. On avait plusieurs personnages aussi qui avaient. C'est vrai, on aurait pu en parler, mais bon, c'est anecdotique. Alors, si vous avez rien à rajouter sur Resident Evil. Non, les autres reprennent un peu plus ou moins la même mécanique. C'est ça. Du coup, il y avait juste un jeu qui s'appelait Obscure que j'aimais bien. Oui, aussi dans le même genre. Resident Evil mais en teen slasher.
Et là, bah, pareil, les personnages, c'était principalement des vies, hein. Dès qu'il y en a qui mouraient, on pouvait en sortir un autre. Ouais. Par contre, ce qui était cool, c'est qu'on pouvait jouer à 2. Ça, c'était plutôt pas mal. Après on a du coup je vais revenir sur la série des Fallout parce que tout à l'heure je l'ai évoqué, donc sur le 1 où en fait c'était très limité, hein, l'apport d'alliés, et en plus qu'on pouvait pas contrôler. Dans le 2 là on pouvait prendre le contrôle par contre, mais en termes de scénario ça apportait rien de plus. Mais à partir de Fallout 3 et de Fallout New Vegas, enfin c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans New Vegas, c'est que on avait la possibilité pour les alliés d'avoir un background qui était vraiment développé. Donc par exemple on pouvait avoir un allié mutant, un humain sniper, enfin peu importe, et on avait des quêtes secondaires avec eux, et ça m'avait marqué surtout dans New Vegas, c'est que bon, c'était vraiment pas obligatoire, hein, on pouvait continuer notre trame principale, les recruter et s'en foutre, mais si on allait au bout des quêtes secondaires avec ces persos-là, qu'on pouvait du coup, à qui on pouvait donner des ordres, on n'avait pas un contrôle direct sur eux, mais on pouvait leur dire quoi faire, comment s'habiller, mettre quel armement, enfin on avait quasi le contrôle, voilà. Vous pouvez leur dire de ne pas tirer, de ne pas attaquer, qui attaquer, enfin bon, c'était quand même beaucoup de paramètres, possibilités, ouais. Voilà. Et donc en plus de ça, on pouvait avoir des ajouts scénaristiques pour chaque perso, en apprendre plus sur eux. Du coup en fait ça approfondit encore le lore du jeu, parce que du coup ça a parlé de pour certains personnages qui viennent d'un ancien camp d'esclaves, qui se sont échappés, enfin bref, du coup on peut retourner au camp, et en fait c'est un camp devant lequel on est passé plusieurs fois, mais qui nous a pas tiré plus l'œil que ça, et en fait au final quand on y retourne avec le gars pour se venger, on a on sait le pourquoi du comment, on sait que le gars qui est à la tête du truc c'est un connard, enfin voilà, ça apporte de la profondeur, et ça renforce encore l'immersion. Donc c'est des trucs que j'ai beaucoup aimé dans New Vegas. Ouais, surtout New Vegas, hein, pour le coup, ouais, c'est vraiment il est vraiment exceptionnel de ce point de vue-là. Et puis tout à l'heure je parlais des différentes fins dans Chrono Cross, et ce qui est l'intérêt des Fallout, c'est qu'on se construit aussi son propre parcours, et à la fin on a un espèce de résumé de son propre parcours en fonction des choix qu'on a fait, notamment avec ses alliés. Donc effectivement ça, moi, je me rappelle avec émotion quand j'ai fini New Vegas, quoi, parce que waouh, en fait pourtant la fin là, elle casse pas des bris trois pattes à un canard, hein, mais d'avoir ça en fait, avec la bataille sur le pont et tout. Ouais, non, c'est ça, franchement un très très bon souvenir, quoi. Ouais, non, pour moi c'est le meilleur. Ouais, pareil. Ouais, c'est parce que c'était aussi l'équipe originale des deux premiers qui s'est mis dessus. Le 3 était sympa, mais le New Vegas était bien supérieur, quoi. Vous vous souvenez que le 76, il est sorti en bundle avec un micro, et que le micro en bundle avec 76 coûte moins cher que le micro tout seul? C'est vrai. Ouais, une purge, paraît-il. Depuis, il a été patché, et c'est moins une purge. Ouais, c'est moins une purge. Autre style de jeu. Donc là, ça a été un peu évoqué tout à l'heure, les jeux narratifs. Et il y en a un qui est peut-être notable, parce qu'il permet de prendre le contrôle de 4 personnages. C'est Heavy Rain, qu'on a tous fait ici, hein, pas de bêtises. Donc pour un peu rappeler l'histoire pour ceux qui l'auraient pas fait ou qui connaîtraient pas. Donc c'est un jeu dans lequel on poursuit en fait le tueur aux origamis qui est un tueur en série qui assassine des gamins de 8 à 13 ans. Donc il les kidnappe, on les retrouve en général 5 jours après, avec je crois que c'est une tulipe à la main, et non, un orchidée, un orchidée et un origami, voilà, comme tu dis, ultra chili. De moulin. C'est ça. Je crois, non? Je sais pas. Ouais, non, ça me parle, moulin. Non, une sorte d'oiseau, là. Ah oui, non, une grue, peut-être, ou... Ouais, c'est ça, c'est une sorte de grue. Ouais, moi j'ai une réplique, du coup, ouais, c'est ça, c'est oui, dans la boîte du jeu, d'ailleurs, tu pouvais la faire. C'est ça, c'est ça. Je me souvenais plus qu'il y avait 4 personnages jouables, du flic et du père. Ouais, c'est ça, t'avais le père architecte, donc, qui s'appelle Ethan Mars. Tu as, donc, Madison Page, c'est la journaliste. Ah oui, voilà, Madison Page, ouais. Tu as, donc, Norma Jayden, c'est le fameux profiler du FBI, et tu as Scott Shelby, qui est détective privé. Ouais, et Scott, il a quand même, du charisme de ouf, quoi. Ouais, c'est un bon perso, ouais.
Et en fait, du coup, on va enchaîner les 4 histoires séparément. En fait, quand un arc va se finir, on va attaquer celui d'après. De mémoire, alors dites-moi si je me trompe, mais je crois qu'on revient pas sur un perso. Donc quand l'arc est fini, c'est vraiment fini, quoi. Le perso peut réapparaître, mais le père revient, je crois, non? Je crois que le père, je crois que c'est ça, les deux. Le père et le flic, ouais. Le flic, ouais. C'est ça. Mais je crois que tu reprends plus le contrôle. Enfin, une fois que t'as perdu le contrôle d'un, tu peux plus le recontrôler. Je crois qu'il y avait un truc comme ça, non? Ces deux-là, si, ouais, voilà. Plusieurs phases avec ces deux-là, ouais. D'accord. Ok, bon. Alors après, j'ai fait le jeu qu'une fois, donc c'est peut-être je me souviens que le père, à un moment donné, il est dans le centre commercial quand son fils se fait enlever, là. Ouais, ça oui. Et après, je me souviens qu'il y a un moment plus tard dans le jeu, on rampe dans des trucs en verre et tout ça, là, il y a du verre par terre, il rampe dedans. Donc, ça se passe ça se passe pas au même moment. Ça me parle, ouais, effectivement. Et le flic, il revient régulièrement, on a plusieurs scènes avec lui. Je crois que moi, je me suis fait tuer, non, Super 8. Je sais plus à quel moment, mais je sais que je me... Alors ouais, parce que c'est un jeu qui a plusieurs fins. Ouais. C'est ça. Et moi, je crois que j'ai entendu la critique la plus teubée sur ce jeu au monde. C'est un mec qui m'a dit, ouais, le jeu a plusieurs fins, mais quoi que tu fasses, c'est toujours le même tueur, le tueur. Oh putain, non. À la fin, c'est toujours lui le tueur. Oui. ouais, c'est le principe, quoi. Tu poursuis le tueur aux origami, quoi. Ok. Ah, il y a des gens qui sont, ouais. Il faut oser. C'est quelqu'un qui travaille dans un magasin de jeux vidéo. À l'époque où j'ai travaillé. Il s'appelait pas Julien par hasard? Non. Je sais pas comment il s'appelait, Nicolas, je crois. Je suis pas sûr. Non, parce que Julien, apparemment, c'est un prénom très dessiné. Pardon, c'était... C'est vrai que quand tu le dis, je connais un ou deux Julien, effectivement. C'est vrai, ouais, quand même pas. Alors il y a un autre jeu sur lequel je pense que ça serait pas mal de s'attarder aussi. Je sais qu'on l'a aussi fait tous les trois et que tous les trois on a adoré. C'est Nier Automata. Ouais, j'aurais des choses à dire aussi, mais je vais te laisser commencer. Ouais, bah là c'est pareil, hein, je vais juste présenter un peu le truc et après on va en parler ensemble là, mais donc Nier en gros dans un futur assez lointain, je crois que c'est dans 1000 ans ou quelque chose comme ça. Ouais, dans les années 3000 quelque chose. Voilà. Donc l'humanité est a priori sur la lune. C'est un spoil. C'est a priori qui t'a... Donc j'ai pas fait le jeu, donc tu viens de me spoiler le truc. Ok, super. C'est bien, hein, oui, ils sont rentrés chez moi quand même. Moi, j'ai dit à Ultra Chili, là ça y est, je viens de commencer Nier. Et... Non, il parle du Automata là. Ah oui, d'accord, tu m'as fait peur. Ah mais non. Ouais. Oui. Nier Automata au début c'est... Ouais. Non, je l'ai pas fait le réplicante. Non, donc Nier Automata, on nous présente l'humanité qui serait donc sur la lune. Et il y aura un vaisseau avec plein d'androïdes qui seraient là pour jamais un emploi du conditionnel consistant. Ouais, parce que c'est comme ça qu'on nous le présente. Et donc ces androïdes sont là pour protéger les derniers humains en vie, donc en se rendant sur la Terre qui est envahie par les robots, quoi, qui serait la solde d'aliens. Oui, voilà, qui serait la solde d'une race extraterrestre. Donc voilà, c'est comme c'est le postulat de départ. Donc on va tour à tour contrôler, en fait, faire l'histoire avec de mémoire, je crois qu'on commence par 2B. Ouais, to be. C'est ça. Et ensuite on fait donc 9S ou 9SE. 9SE. Et allez, spoiler. Et donc s'il faut déjà c'est un spoiler de dire qu'on fait 9S après. Ouais. C'est vrai ça. Ah oui. Ah merde. Ouais, après, c'est pas ça qui va gâcher le jeu. Le jeu est très bien. Ce qu'il faut pas, il y a des choses à pas spoiler dans Nier Automata. Oui, il y a des trucs à spoiler. Des choses à pas spoiler. Ouais. Mais ça pour le coup ça gâche pas le plaisir. Non. Surtout si on est habitué de Yoko Taro. Ben moi dès le début du jeu, enfin, on commence avec 2B, mais je me suis dit, à tous les coups, on va sûrement faire le jeu avec le petit gars, là, machin, et au final, ça n'a pas loupé, tu fais la partie avec 9S. Ouais, ça t'étonne pas quand ça arrive. Voilà, c'est ça. Par contre, avec 2A, bon, voilà. A2, non? A2? Je sais plus comment. Ouais, A2, ouais. Parce que vous avez pas fait du coup Nier? Non. Le premier, non. Donc le Nier qui s'appelle aujourd'hui Nier Replicant dans son remake. Moi, j'avais fait à l'époque le Nier sur PS3. Du coup, le jeu est quand même assez perturbant dès le début parce qu'en fait, on a une sorte de on a un prologue, pardon, je cherchais le nom. C'est un
Parce que ça m'a perturbé d'ailleurs le prologue. Oui, tout à l'heure j'ai dit prélude et c'était bizarre. Je me suis dit c'est pas le bon mot. Donc là j'ai retrouvé le bon mot, c'est prologue. Dans un prologue, on retrouve alors selon la version qu'on avait, parce qu'en fait sur PS3 c'était un père avec sa fille et sur Xbox c'était un frère avec sa sœur. Mais c'était la version japonaise qui était d'ailleurs avec le frère aussi. Je crois que je sais pas pourquoi sur. Ils ont en fait c'était selon la version européenne. Ils avaient fait Il y a aussi une question de version européenne ou japonaise aussi. Ouais, il y avait un truc chelou comme ça. Et bref, du coup, bon, bah là, dans le remake, c'est le frère qu'on joue. Alors que moi, j'aimais bien le personnage. Bon, peut-être parce que c'était celui auquel j'étais habitué. Donc, on a un père. Je vais quand même partir sur le père. On a un père qui protège sa fille dans une bibliothèque abandonnée dans un monde qui est complètement pété. En fait, on sent qu'il y a eu un truc qui s'est passé qui était pas terrible. On sent qu'il y a genre un cataclysme, quoi. Voilà, il y a une apocalypse, quoi. Parce qu'en fait, voilà, ça se passe en gros après la fin numéro 5 de Drakengard 1. C'était pas Xenosaga? Non, c'est Drakengard, le premier Drakengard. Si tu finis la fin 5, c'est on comprend pas le lien entre les deux. Ça, mais en tout cas, Yoko Taro a dit, c'est ça. Oui. Et en gros, sa fille est malade, elle est très malade, et comme la petite sœur, dans... Oui, c'est la même, hein, voilà. Elle est très malade, et donc il la défend, on voit qu'il y a des ennemis qui arrivent qui vont les attaquer, des ombres, et il va utiliser un livre, et au moment où il l'utilise, ben là on passe à un autre monde qui a rien à voir, parce que là on est dans un environnement complètement urbain, là on est complètement dans la nature. Ouais, c'est assez bizarre, parce que en gros il y a une question de date en plus. Ouais, on nous dit que c'est 2053, 1300 ans plus tard, voilà. Ouais. Ça se passe 1300 ans plus tard, et en fait on retrouve les mêmes personnages. Ouais. Mais plus jeunes. Au début il est plus jeune. Moi j'en suis à une phase où ils sont plus jeunes. Ah ouais? Carrément. Ouais. Mais en gros, voilà, on reconnaît bien le père ou le frère et sa fille ou sa sœur, qui a priori a à peu près le même, alors qu'il n'y a pas vraiment les mêmes préoccupations, parce qu'on sent que la maladie, elle existe dans ce monde-là, mais elle est beaucoup moins marquée, elle est moins pressante. En tout cas, on sent qu'elle n'est pas à l'agonie comme elle l'était dans la première scène. Et on nous parle vite fait d'ombres qui attaquent le village, mais de loin, quoi. Elles sont cantonnées dans un endroit, et puis c'est plutôt un problème qui est bien géré. Ouais, moi j'en suis à peu près là dans le jeu, là, en fait. Et voilà. Et donc, spoiler, il y a un autre personnage jouable. Si on le savait en même temps, je sais qu'il y a un personnage. C'est pour ça que j'en parlais, parce que si on finit le jeu dans certaines conditions, donc il va falloir le finir un certain nombre de fois. Ah là là. Voilà. Ouais. J'en dirai pas plus. Formule Nier, quoi. Après, ouais, l'intérêt, c'est d'avoir tout le pan de l'histoire et d'aller au bout, quoi, entre guillemets, quoi. Voilà, parce que du coup, c'est des personnages qui rajoutent quelque chose un petit peu à l'histoire. Et il y a ce côté, on débloque un personnage avec des nouvelles capacités. C'est ça, qui se contrôle pas exactement comme les autres, un petit peu comme ce qu'on avait dans les jeux comme les Devil May Cry, etc., où on débloque des personnages comme Autriche, comme avec ses bazookas, ou je sais plus, enfin, voilà, il y avait plein de... Et moi, j'aime bien ça. Ouais, parce que ça permet de revenir à un jeu que t'aimes bien, parce que c'est des jeux qu'on a envie de refaire. Et ça nous permet justement de les refaire. C'est pour compléter un petit peu ce que vous venez de dire, justement. Pour moi, Nier Automata, ça a toujours été, enfin depuis que je l'ai fait, le Rashomon de l'histoire du jeu vidéo. Mais l'exemple du Rashomon, c'est un film de Kurosawa de 1950, où en fait l'histoire est racontée par 4 témoins d'un meurtre. Et on s'aperçoit que les 4 témoins en fait n'ont pas une version réelle, véritable de ce qui s'est vraiment passé. Tous trafiquent à leur manière. On ne sait pas s'ils mentent, s'ils font exprès ou pas. Ce qu'on appelle des narrateurs non fiables. Et en fait, Nier Automata, mais du coup Nier avant lui, produit cet effet en fait où on est dans ce que je parlais de focalisation externe multiple en fait, c'est-à-dire que du coup chaque personnage va te dévoiler un pan ou une facette de la réalité de l'histoire, et à différence près que ce sont pas quelque chose qu'on subit de manière passive, c'est-à-dire que du coup quand on est spectateur de Rashomon par exemple, on se fait sa propre idée de ce qui s'est vraiment passé, les enjeux pour chaque personnage, etc., de dire la vérité ou au contraire de mentir à un tel endroit. Là ce sont des expériences vécues par le joueur, et ça change beaucoup de choses, et notamment par rapport au gameplay en fait, c'est-à-dire que quand on prend justement 9SE et que du coup tu refais les mêmes combats plus ou moins quand tu accompagnes Toby, mais du coup là c'est lui que tu contrôles et que tu vas pirater justement et machin, tu te dis putain mais c'est trop bien en fait, c'est-à-dire que tu t'imaginais pas ce qui se passait de lui à ce moment-là. Tu te dis le multijoueur en fait c'est un multijoueur sur plusieurs niveaux quoi. Et il y a un vrai comment dire, un basculement on va dire de réalité en fait dans Nier Automata. C'est pas c'est
on a accès à des fragments en fait. C'est ça. Ouais, c'est des fragments et ces fragments s'additionnant, on a quelque chose qui est complet. Et je pense que j'ai trouvé ça que dans Nier en fait, ce type de narration là. Il y a sans doute d'autres jeux que je connais pas, mais de manière aussi aboutie. Je trouve ça assez exceptionnel quoi. Ce qui est surprenant enfin dans Nier, là pareil, je vais pas dévoiler de trucs importants, mais quand tu fais le premier pan de l'histoire avec 2B, tu t'imagines que c'est la fin du jeu, donc tu refais la même chose avec 9S, et quand tu vois qu'en fait t'arrives à cette partie-là, mais que ça se poursuit, et bon voilà, après ça, je vais pas révéler d'intrigue, mais des éléments d'intrigue, mais en gros ça va beaucoup plus loin que ça, et en fait tu te dis en fait avec 2B on a limite fait l'introduction du jeu, quoi, on n'est pas allé très très loin, quoi, et tout ce qui arrive après, en fait c'est que de la surprise, au-delà de ce que tu découvres quand tu refais le même passage mec 9S et ce qui suit après, enfin c'est ils ont poussé vraiment le concept super loin. On est vraiment dans du coup là c'est mon ancienne formation qui parle hein, mais on est dans un cadre de 10 narration appliqué aux jeux vidéo et c'est un cas passionnant. Enfin, oui. C'est vrai que c'est un jeu qui m'aura marqué à coup sûr. Et quand autant au début, quand j'ai commencé à refaire le jeu avec 9S, j'étais moyennement chaud parce que je me suis dit, je vais refaire la même partie avec un perso différent. Bon, j'étais moyennement chaud. Bon, je me suis pris au jeu au final quand, avec son gameplay, voilà, à base de piratage et tout, j'ai bien kiffé. Avec la musique qui change. En mode 8. Il y a plein de trucs un peu fun et tout. Et au final, quand tu vois, du coup, les éléments de scénario que tu débloques et voilà, en fait, tu rentres dedans très rapidement, en fait. Très, 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 très rapidement. Alors, je sais pas, si vous avez rien à rajouter sur Nier, on peut peut-être passer au prochain jeu. Alors, qui est un jeu que j'ai pas vraiment fait, hein, j'ai joué dans les 2-3 heures peut-être pour m'amuser. C'est GTA 5. Mais dans ce jeu-là, je pense que peut-être Ultrachi nous en parlera mieux parce qu'il me semble que tu l'as fini. Oui, bah, j'avais fait à l'époque, effectivement, c'est un jeu où on a 3 personnages qu'on va contrôler au fur et à mesure, enfin, alternativement, et qui ont chacun leur histoire, qui s'inscrit dans une histoire principale. On a Michael, qui est un mec... C'est un braqueur de banque à la retraite. Voilà, je crois qu'il sort de prison. Et à cinquantaine, en fait, c'est un témoin. En fait, il a évité la prison parce qu'il a témoigné contre. Oui, c'est ça. Et donc, bon, voilà, il y a sa femme qui le trompe, il a tous les problèmes d'un mec de 50 ans, quoi. qui est plein aux as avec ses enfants qui complètement. On s'ennuie pas d'avoir 50 ans, du coup. Qui fume du shit. Sa fille qui veut faire des trucs un peu chelous. Voilà. On a, je sais plus que Trevor, c'est Moustache. Je crois que c'est Moustache de Walking Dead, non? Ouais, c'est ça. C'est ce gars-là, ouais. Voilà, qui est un peu foufou. Et psychopathe. Et t'as Franklin Clinton. Et t'as Franklin, qui est le black de service, parce qu'il fallait un black. Non, mais alors, limite, c'est le mec le plus normal, hein. Non, mais oui. C'est de loin le plus normal. C'est un peu celui qui nous fait découvrir, effectivement, le monde, enfin, l'univers de GTA dans ce jeu. Parce que, c'est celui qui se rapproche le plus de nous, en fait, finalement. Après, à part dire ça, après, l'idée, c'est de switcher d'un perso à l'autre, il me semble. Oui, voilà, tu vas. Le principal intérêt, c'est souvent dans les phases de gameplay, les cambriolages, notamment, où tu switches tu switches d'un personnage en pleine action et ça donne envie et la préparation aussi, du coup, tel personnage va avoir telle importance à cet endroit-là. Ils ont aussi des capacités différentes. C'est-à-dire, par exemple, Trevor est très très bon en pilotage, Franklin c'est plutôt la voiture et Mike c'est plutôt les flingues. Et tu peux éventuellement évidemment les faire évoluer comme dans n'importe quel GTA, mais on est une espèce de buddy movie à 3, donc et avec plusieurs fins possibles aussi en fonction des choix que tu fais à la fin du jeu. Alors, dans ce que j'ai compris, t'as une fin, en gros, tu dois faire le choix de tuer Michael ou Trevor, ou les deux, quoi. Ouais, ou aucun des deux, et la fin. Mais après, c'est que la dernière mission qui change véritablement à ce moment-là du jeu, quoi. Ouais, c'est un choix à la fin, mais qui. Il y a rien qui dans les choix que tu as fait dans un truc qui va influer sur ce choix final. C'est ça qui est un petit peu dommage peut-être. Ouais. Mais après c'est un jeu qui est très très cinématographique. Voilà, tout est scripté de partout et ne serait-ce que les changements tu les fais pas forcément. Alors des fois ils sont tu les obliges, te disent ding ding, ils te mettent un petit flyer que là c'est le moment, si tu fais pas ton personnage va crever. Ouais, bien sûr. Ouais. Du coup pour rester chez Rockstar, il y a un autre jeu qui est marquant pour chez eux, c'est Red Dead Redemption 2.
Ou ben une grosse partie du jeu on va être ouais 99% du jeu. Oui, ouais, voilà, avec 80, ouais. Sur l'aspect de l'histoire, c'est 90%. On va être donc Arthur Morgan. C'est ça. Et à la fin, tu es John Marston qui prépare la transition avec le Red Dead 1. Donc le 2 se passe avant le 1? Le 2 se passe avant, ouais, c'est ça. Et j'avais pas fait le 1, c'est pour ça. J'ai commencé à peine le 2. Parce que du coup... Et après, j'ai pas précisé ce qui se passait. Hein. Si t'as fini le 1, tu sais que le 2 est forcément avant. Oui, voilà. Ah, j'avais fait le 1. On avait le même principe dans le 1 d'ailleurs. Où on contrôlait un autre personnage à la fin. Oui, c'est vrai. Et qui, du coup, permet de faire toute la partie endgame. Donc, effectivement, ça peut représenter facilement beaucoup plus de temps de jeu que la partie histoire. Ouais, John Marston, il y a quoi? Il y a 5-6 heures à tout casser, quoi. Dans Red Dead 2. Si tu veux tout faire, tu veux faire les aliens, tu veux faire les... Dans Red Dead 2, je parle, hein. Ouais, mais pareil. Ah oui, vous savez que t'as les quêtes secondaires, oui, que tu peux faire, oui, les quêtes secondaires, t'as tous les trophées. Après, je parle en quête principale, tu vois. Mais parce que voilà, la quête principale, que ce soit dans le 1 ou dans le 2, tu peux la torcher éventuellement très vite. Oui. Après, te réserver l'endgame, donc que tu joues avec un autre personnage, pour toutes les quêtes secondaires. Moi, je sais qu'il y en a énormément des secrets des quêtes secondaires. Enfin, c'est les gens. Tu as la pêche, t'as les trésors, t'as le Ku Clan. C'est vrai, je les ai défoncés à chaque fois. Donc là, je viens de me mettre en... C'est vrai aussi. Je viens de me mettre en PLS auditive, c'est-à-dire que j'ai essayé de chanter les insectes sont nos amis dans la tête pour pas avoir tout ça, mais c'est pas grave. Alors pour ça, c'est les quêtes secondaires, tout ça. Oui, donc ça. Ça fait partie du... Mais un jour, je me suis promis de le faire quand même, parce que il est quand même assez incroyable, ce jeu. Ouais, non, vraiment. J'ai fait 15 heures, c'est pas que j'ai pas accroché, mais que c'était pas le bon moment, quoi. Oui. Moi, ça m'a fait pareil. Enfin, il m'a fallu... Il faut être dans le mood cowboy, hein. Ouais, bon, c'est ça. Mais j'adore ce mood-là, je suis grand fan de western, donc, c'est vraiment le jeu parfait, beaucoup plus que GTA, à la limite, dans l'absolu, quoi, mais... Et tu vois, moi, la première partie dans la neige, bizarrement, alors que j'ai bien kiffé l'ambiance un peu, Hateful Eight, quoi. Ouais, voilà, c'est très sympa, le jeu. J'ai bien aimé. Film que j'ai adoré, d'ailleurs, je trouve que c'est un Tarantino qui est un peu sous-côté, pour ça on en parle jamais, mais ouais, il est super, il est très très bien. J'ai vu en 70 mm, en plus. Ouais. Mais du coup, donc j'ai bien aimé, là, un peu l'ambiance qu'on a retrouvé par rapport à ce film, quoi. Les cowboys dans la neige et tout, machin. Et, bizarrement, j'ai fini cet arc-là. Et quand tu commences, à installer le camp, à partir de la zone, c'est là où en fait j'ai perdu l'intérêt, enfin la première fois que j'ai joué. Et j'ai su retourner 3 semaines, un mois après en me disant quand même, je vais pas rester sur juste 4-5 heures de jeu et ça doit forcément être mieux vu que c'est un classique et tout. Et effectivement, j'ai pas forcé beaucoup plus, hein, j'ai juste pris mon cheval et je suis allé me balader dans les plaines et ça y est, là c'était parti, quoi. Hein. Le moment où tu vois que les couilles de ton cheval se rétrécissent dans la neige, tu te dis mais oui, là, oui, là ils ont poussé le réalisme. Un petit brin d'herbe, tu le mets entre tes dents, tu dis purple light in the canyon, that is where. Non mais c'est vrai que le monde il est super vivant, pourtant tu as plein d'endroits un peu désertiques et tout, mais en fait non, tu as toujours quelque chose qui se passe, quoi. C'est hallucinant. Mais donc oui, le changement de personnage à la fin, ça fait un peu le même effet que dans Nier ou dans Nier Automata. Ça apporte un vrai truc. Ouais. Le seul fait de contrôler John Marston, si tu as fait le premier déjà, il y a un kiff, quoi. Surtout quand tu sais ce que voilà, on va parler de ce qu'on fait, mais quand tu sais ce que tu fais. Oui, et les implications que ça a pour le jeu. Exactement. Bon, je ferai le 2 en entier, puis je lirai un résumé de l'histoire du premier. Mais le premier, je pense qu'il reste encore très agréable à faire. Oui, je pense, ouais. Après, peut-être un peu mal vieilli parce que c'est une 3D un peu... C'est quoi, c'est Play 2, quoi. Donc, ça... À voir, quoi. Mais bon. Mais ça reste un bon jeu, quoi. Non, c'était Play 3. C'était Play 3. Ah ouais, il me semble que c'est Play 3 aussi. Hein. Red Dead 1 Ouais. Ouais, non, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était une dizaine d'années. Non, t'as raison, ouais, c'est ça. Ouais, t'as raison. Du coup, pour clore cette partie, je vais juste finir sur un dernier jeu, mais je vais pas entrer dans les détails parce que sinon il va le faire lui aussi. Et on va pas lui gâcher tous les jeux de la Terre. C'est bon, là. Du coup, The Last of Us 2. Alors, sans révéler quoi que ce soit, en gros, il y a une partie à un moment où on incarne un personnage qu'on n'est pas censé incarner et qu'on s'attend pas à incarner. Et ça permet de comprendre Margaret Thatcher, donc voilà, c'est ça. Et en fait ça te permet de comprendre ses sentiments et pas vraiment ses motivations, parce que ça on va le découvrir plus tard dans le scénario, mais en tout cas on va dire que
on va vraiment sentir que ce que cette personne fait par la suite, oui, était vraiment déter, quoi. Et du coup, bon, voilà, c'est un truc qui m'a surpris dans The Last of Us 2 et que je m'attendais pas forcément à trouver dans le jeu là. Et que j'ai trouvé, voilà, pas inintéressant en termes de scénario, quoi, enfin, d'apport scénaristique. Donc voilà. Et bon, je vais pas aller au-delà parce que Est-ce que ça t'a surpris autant que Metal Gear Solid 2? C'est vrai qu'il fallait en parler, quoi. Oui, non, ça m'a surpris autant que Metal Gear 2, oui. Parce que quand même, alors, on va resituer. Oui. On est encore en 98, un truc comme ça. Hein. Metal Gear 2? Ouais. Début des années 2000, je crois, 2000-2001. Ouais, peut-être, voilà. On a joué tous à Metal Gear parce que c'était un des jeux les plus extraordinaires de sa génération. On a tout ce qui fait être incarné Solid Snake. Ah, Solid. On nous dit, Solid Snake, Metal Gear 2 arrive. Il y a Solid Snake sur la boîte, il y a Solid Snake dans la démo. Et le jeu, c'est, tu contrôles Raiden. Raiden, c'est un mec qui est tout ça, qui est blond. Non, c'est vrai que ça dégoûte. On veut un vieux vétéran des services secrets et on nous sort un mec qui sort de l'école, qui est sa copine, elle est avocate. Et il doit payer ses études. C'est quoi? Non, je sais plus exactement quel était son setting, Raiden, pour vous dire à quel point il est pas marquant. Mais c'était choquant. Ouais, mais c'est vrai que Raiden, il a une petite tub, elle se cache derrière une paille. Et à un moment donné, il y a une paille qui est en premier plan, elle cache entièrement sa tub. Je me pas de ça, tu vois. Je sais plus, il y a un moment donné, il est dans un laboratoire, il est à poil, et il y a un mec qui pose une canette de soda, là, et puis il y a la caméra qui est posée justement derrière la canette. En fait, la canette de soda qui est devant. Ouais, je vois le genre. Donc, il y a la paille de la canette de soda, là. D'accord. Ça cache entièrement sa tub. Ouais. Bon, effectivement. Bon, après, c'est un japonais. Il est pas américain? Si. Ah, voilà. Le jeu est japonais. Ah, ça, c'est pas gentil, ça. Non, mais c'est vrai que Raiden. C'est pas gentil parce que il y a des japonais avec des grosses tubs, on l'a vu dans certains films. C'est vrai. Je sais pas, j'essaie de rattraper. J'ai encaissé, mais pour te soutenir, mais on parle de clichés depuis le début et je me dis, on avait dit qu'on arrêtait de faire des trucs racistes parce que les gens vont croire qu'on est vraiment racistes. Alors, je me suis dit, on va être gentil. Sur le coup, je croyais que tu parlais de Naked Director. Je me suis dit, c'est une série, c'est pas un film. Non plus, ouais, c'est vrai. Mais ouais, non, c'est vrai que dans Metal Gear 2, tout le long, je me suis dit, bon, il est bien ce perso, mais bon, c'est quand qu'on va reprendre le contrôle de Snake? Et en fait, je me disais ça toutes les demi-heures. Bon, allez, c'est quand qu'il revient Snake? Ouais. Il revient jamais, quoi. Mais alors, je me suis posé la question parce que mes souvenirs sont assez vagues parce que c'est un jeu qui date il y a 20 ans maintenant. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on l'a pas à la fin? Non. Quand on est dans la queue de la Raymanta, là? Il y a rien, c'est Raiden jusqu'au bout. T'as Raiden jusqu'au bout. T'as juste Snake au début dans le bateau. Oui, puis après on le croise, il est sous le pseudo de Plisken. C'est ça, voilà. Il nous aide, il est dans les parages, mais... En fait, ouais, c'est que ouais. Non, c'est une arnaque. Ouais, c'est une arnaque. Mais c'est une arnaque, mais c'est bien fait en même temps. Non, c'est bien fait. Ça reste un bon Metal Gear. Je l'ai fini plusieurs fois, comme la plupart des Metal Gear que j'ai aimé. Et j'en garde des bons souvenirs, mais c'est vrai que on aimerait à la fin débloquer, à l'instar d'un Nier Automata ou d'un... Oui. On aimerait débloquer Snake à la fin. Une skin de Snake. Même on s'en fout s'il a la voix de Raiden. C'est ça. On veut la skin de Snake. Et dur à dire. Et tu vois, il y a un autre truc. Parce que, en fait, ce truc m'a induit un autre sentiment plus tard. Qui est l'homosexualité. Aussi. Une haine des Américains blonds. Genre Kiefer Sutherland. Ouais, par exemple. Qui a d'ailleurs doublé Snake il me semble, c'est lui qui est dans le 5. Ouais. Il me semble aussi, ouais. Non. Dans Street Fighter 2, du coup. Ah oui, voilà. C'est vrai, il me sort des yeux. Même pas parce qu'il est pas détestable de base, Ken. C'est vrai. C'est vrai, ce côté arrogant, là, typique aux Américains. L'Américain qui vient prendre le ado, machin. Ah, pourtant, il y a un film que tu as vu très récemment qui est blond et le héros, c'est un blond et c'est le héros du film, quand même. Un film? Alors, est-ce que c'est un film avec Brad Pitt? Non, c'est un film de Carpenter. Oui, Jack Burton, non. Non, il est pas blond dedans. Invasion Los Angeles. Invasion Los Angeles. Oh, il est blond quand même. Ouais, châtain foncé, quoi. Ouais. Ouais, mais après, il a pas le caractère qui va avec. Non, ouais. Et d'ailleurs, c'est un personnage ils ont essayé, ils ont jamais réussi à le rendre cool, Raiden. Ouais, non, que dans le Metal Gear 4, ça passe. Il a la classe. Il a la classe. Stylé, mais il est jamais cool. Ah, ça reste Raiden, quoi. Il est too much. Il try hard. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que cette frustration de pas contrôler Snake dans le 2, a induit une autre frustration dans le 3,
quand j'ai compris que c'était pas Snake, mais que c'était Big Boss qu'on contrôlait. Et en fait, au début, je me suis dit, bon, ça c'est la même gueule, ça ressemble. Mais sur le coup, je me suis dit, fais chier, c'est pas Sweet Snake, quoi. Et après, bon, au final, j'ai adoré le 3, c'est un de mes préférés. Non, mais je crois que tu mets le doigt sur un truc. Je crois que c'est la raison pour laquelle j'aime pas le 3. Possible. Et je pense que je me suis dit, tu me le fais pas 2 fois, va te faire enculer. Possible. Parce que c'est le seul que j'ai fait une seule fois, le 3. Parce que le 3, ça peut la même chose, c'est on t'annonce le 3, tu vois la gueule de Snake en couve, tu vois la démo, c'est la gueule de Snake, et d'un coup, tu apprends dans le jeu que, non, en fait, c'est lui, c'est Big Boss. D'accord, ok. Ouais. Donc ouais. En fait, Kojima, c'est un enfoiré, quoi. Ouais, c'est vrai. Et après, dans le 4, du coup, t'as Snake, mais un vieux Snake, et il y a ça encore qui est frustrant. Oui. Moi, pour ça, c'est vrai que le 4, c'est celui que j'ai le moins aimé de tous les Metal Gear. Je crois que je l'ai même pas fait, le 4. Ah, il est ouais. Bon, en termes de scénario, ça a son apport parce que ça finit la saga. Mais ouais, c'est pas celui où je prends le plus de plaisir. Ah, j'ai fait que les 3 premiers, ouais. Il y a des bonnes idées, mais ouais, je sais pas, ils sont passés à côté sur celui-ci. Mais du coup, de retrouver, Big Boss dans le 5. Ouais. Oui, Big Boss entre guillemets. Je vais pas spoiler, mais voilà. Bah du coup, je me suis dit bon, ça va, on le connaît finalement. Allez, ça va, ça passe. Oui, ça passe. Donc ça fait depuis le début de l'émission. Oui, podcast, ça fait 5 spoils. 2 spoils à la minute. Ouais, bon, en même temps, c'est des jeux qui sont voilà, pour le coup, si avec ce spoil vous trouvez qui est Big Boss, qui est oui, voilà, bon courage. Ouais, c'est vrai. Celui-là, il était bien. Moi, j'ai bien aimé le twist. Oui, ouais, c'est un sacré twist, ouais, effectivement. Mieux que celui du 2, quoi. Donc, peut-être pour conclure, du coup, effectivement, les contrôles de personnages, en fait, c'est pas que d'une question de gameplay, hein, c'est surtout une question de narration aussi. En fait, ça dépend, t'as des jeux où ça va vraiment se limiter au gameplay, et t'as des jeux, et on le voit quand même de plus en plus, depuis les années 90, et notamment les JRPG, par ceux qui ont vraiment poussé ça, on va dire le plus souvent, ils ont vraiment ça a apporté de la profondeur au jeu et c'est souvent utilisé maintenant. Même dans des jeux mineurs, dès qu'il y a un perso, on va souvent creuser un peu le truc. Enfin, c'est pas rare que ça parte sur ça. C'est ce que j'entendais, voilà, avec le game designer au sens large. C'est-à-dire quand tu creuses, en fait, c'est une alliance de ce game designer, c'est l'espèce de narrateur, en fait, du jeu vidéo, mais qui parle avec le level design, avec le chara design, avec le background design, avec le story design, on va dire les briques du jeu vidéo, quoi, en fait. Tout ça fait fonctionner cette narration. Je prends un cas qui est pas dans notre miso, mais qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est Dark Souls. Oui. Où effectivement toute la narration est externe au jeu, en fait. Et ça, c'est assez incroyable. Mais voilà, du coup, c'est ça, en fait. Et là, ça passe par le design, par le chara design, par même les objets, en fait, les interfaces, les descriptions d'objets. Ouais, t'en compte quelque chose, quoi. Et ça, je trouve que c'est assez unique, en fait, au jeu vidéo, quoi. Pour conclure, si vous voulez, j'ai un contre-exemple parfait à tout ça. J'ai joué à Marvel Avengers, là. Et dedans, t'as plein de personnages, parce que c'est Marvel, et ils sont tous pareils.